Ma sœur m'a envoyé 4 mots qui m'ont littéralement coupé le souffle. Ne viens pas au mariage. Je suis resté là, les yeux fixés sur l'écran, tenant encore à la main le reçu du dernier virement que je venais d'effectuer, une partie des 90 000 € que j'avais dépensés pour lui offrir la cérémonie de ses rêves. Le domaine en Bourgogne, les fleurs, l'orchestre, chaque petit détail. Tout cela parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait besoin de moi. Mais ce n'est pas ce SMS qui m'a brisé. Ce qui est venu après, l'explication de ma mère, le silence soudain de l'organisatrice et la découverte que j'ai faite en épluchant les contrats, c'est cela qui a tout changé. Et au moment où j'ai agi, aucun d'entre eux ne l'a vu venir. Je m'appelle Aurélie. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la personne sur qui tout le monde comptait pour régler les problèmes. Je n'ai pas gagné ce titre par affection ou par des compliments, on me l'a attribué comme on confie les corvées à l'enfant qui ne proteste jamais. En grandissant à Lyon, j'ai compris très tôt que le calme n'était pas un trait de caractère dans ma famille. C'était une exigence. Ma mère, Hélène, disait souvent que j'étais, d'un naturel posé, le genre de fille qu'on n'a pas besoin de surveiller. Ma petite sœur, Léa, était tout le contraire, sensible, fragile, facilement dépassée par les événements. C'était le mot qu'ils utilisaient, fragile, comme si elle était faite de cristal fin et que j'étais le papier bulle chargé de la protéger. Pendant qu'on réconfortait Léa, qu'on la calmait et qu'on la protégeait du moindre inconfort, c'était moi qui allais seul à l'école primaire. Qui remplissait mes propres autorisations de sortie et qui me préparait des pâtes au beurre le soir parce que maman accompagnait Léa à un énième cours de danse qu'elle abandonnerait 2 semaines plus tard. Mon père, Robert, nous aimait toutes les deux, mais il restait à l'écart de tout ce qui était émotionnel. Si maman prenait une décision, il la soutenait en restant silencieux, le silence étant sa façon de dire, ne me demandez pas de choisir un camp. À l'âge adulte, ce schéma était gravé dans le marbre. Léa ne se contentait pas d'espérer de l'aide, elle vivait dans un monde où l'aide arrivait toujours à point nommé, tandis que j'existais dans le monde d'à côté, celui où avoir besoin de quoi que ce soit était considéré comme un dérangement. Alors, quand elle s'est fiancée à Clément, un garçon de bonne famille, beau parleur et parfait sur le papier, je n'ai pas été surprise que ma mère m'appelle le soir même. Elle ne m'a pas demandé comment se passait ma vie à Paris ou mon travail dans un cabinet de conseil en santé, elle est allée droit au but. Aurélie, le mariage de rêve de Léa va enfin avoir lieu, elle veut quelque chose de magnifique et tu es tellement doué pour gérer l'organisation. Ce fut le début d'un marathon de 6 mois remplis de factures, d'acomptes, d'appels pour le design, de tableaux, d'inspiration, de mails de prestataires et de versions interminables envoyées par l'organisatrice. J'ai payé la robe de créatrice, j'ai vu Léa pleurer de joie. En visitant la salle de réception, elle tournait sur elle-même avec son téléphone en chuchotant que c'était exactement ce qu'elle voulait, avec ses fleurs importées qu'elle avait toujours imaginé tenir. Chaque facture passait par mon ordinateur, sous la lumière tamisée de la cuisine de mon appartement du 11e arrondissement, et je me disais que ça en valait la peine, que je faisais enfin quelque chose d'important pour quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment regardé. Mais juste au moment où tout était en place, alors que je pensais avoir acheté ma place au bonheur de ma propre sœur, quelque chose a basculé d'une manière si subtile que cela semblait presque accidentel. Presque. Ça a commencé par des petits détails, si minimes que si je les avais mentionnés à voix haute, j'aurais eu l'air paranoïaque. L'organisatrice oubliait de me mettre en copie des emails, le fleuriste demandait l'approbation finale à Léa alors que c'était moi qui payait les factures, le responsable du groupe de musique lui écrivait directement. Au début, j'ai laissé couler, je me disais que les gens étaient occupés et que les erreurs arrivaient. Et puis il y a eu Patricia, la mère de Clément. Nous nous sommes rencontrés une fois lors d'un appel vidéo pour le dîner de répétition, elle souriait poliment, mais son regard se durcissait dès que je prenais la parole,
comme si elle essayait de comprendre quelle était ma place. À un moment, elle a dit, nous voulons que la cérémonie soit paisible. Simple, sans stress. Elle a marqué une pause sur le mot « paisible », comme s'il m'était destiné personnellement et non à la logistique. Je n'ai pas compris. Tout de suite, mais plus tard, tout est devenu douloureusement clair. Environ une semaine après cet appel, j'ai remarqué que l'organisatrice ne mettait plus à jour le dossier partagé. Les documents étaient là, mais les nouvelles décisions se prenaient ailleurs. Je lui ai envoyé 2 emails courts et neutres, elle a répondu une fois en disant qu'il gardait Léa étroitement impliquée. Étroitement impliquée, comme si Léa était soudainement devenue la chef de projet. Puis, les questions ont cessé de m'arriver. Léa a commencé à agir bizarrement elle aussi, des textos brefs, des réponses tardives, plus de messages vocaux enthousiastes sur la couleur des nappes ou le choix du dessert. Un après-midi, j'ai appelé pour lui proposer de l'aider à réviser le plan de table, une tâche qu'elle m'avait supplié de faire auparavant. Elle a soupiré et a dit « Laisse-moi y réfléchir » avant de raccrocher sans attendre ma réponse. Pour quelqu'un qui m'appelait en pleurant pour un ongle cassé, ce changement était brutal. Le véritable choc a eu lieu la semaine précédant le mariage. J'étais assise à ma table de cuisine à Paris, vérifiant les derniers paiements, quand le nom de Léa s'est affiché sur mon téléphone. J'ai souri, m'attendant à un merci ou à une requête de dernière minute. À la place, j'ai reçu un message si sec qu'il ne semblait pas réel, ne viens pas au mariage. Je l'ai relu 3 fois. Attendant un contexte, une excuse, une blague, une suite. Rien. Je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé, je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai fini par envoyer « Qu'est-ce qui se passe ?» 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, sont réapparus, ont disparu encore. 20 minutes plus tard, maman a appelé. Aurélie, a-t-elle dit doucement, de ce ton qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, ne le prends pas personnellement. Patricia veut éviter les tensions, tu sais que tu peux être parfois trop direct, et Léa veut que tout se passe en douceur. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. J'ai tout payé, ai-je répondu. Calmement. Tu es la plus forte de nous deux, a répliqué maman, tu peux comprendre ça. C'était là, cette vieille phrase, celle qui servait d'excuse à tout. J'ai raccroché avant qu'elle ne finisse de parler. Le reste de la nuit, je suis restée assise dans ma cuisine sombre à fixer les contrats ouverts sur mon ordinateur. J'aurais dû avoir le cœur brisé, être furieuse ou humiliée, mais à la place, j'ai ressenti une clarté acérée. En parcourant les lignes de ces documents, un détail m'a sauté aux yeux, brillant. Comme un signal que je n'avais jamais remarqué, chaque contrat, chaque accord, chaque paiement, tout était à un seul nom, le mien. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté là, seul avec la lueur de mon écran et la pluie parisienne qui tapait contre la fenêtre. Les contrats de mariage étaient étalés sur mon écran, les factures, les emails, les échéanciers. Je les avais vus 100 fois. Mais jamais sous cet angle, jamais avec la certitude que j'avais été effacé d'un événement que j'avais moi-même bâti. Mes mains étaient stables, trop stables. J'ai ouvert l'accord du domaine en premier, j'ai parcouru le texte que j'avais survolé des mois auparavant et c'était là, écrit noir sur blanc. Signataire principal, Aurélie-Marie Cole. Droit d'annulation réservé exclusivement au signataire. Je me suis adossé à ma chaise, un calme froid m'envahissant, plus épais que la colère, plus lourd que la blessure. Ce n'était pas de la rage, c'était la reconnaissance d'un pouvoir que j'ignorais posséder. Encore. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, maman encore. Je l'ai laissé sonner. J'ai ouvert le contrat du traiteur, même chose. La signataire, c'était moi. Le fleuriste, moi. L'orchestre, moi.
L'équipe de décoration, le service de transport, le photographe, moi et encore moi. Dans chaque document, chaque lieu que Léa avait rêvé de traverser vêtue de blanc, la seule personne ayant autorité n'était pas elle, c'était moi. Mon pouls s'est enfin accéléré, pas de peur, mais d'une sensation proche de l'éveil. À minuit 47, j'ai ouvert un nouvel email. Bonjour, ai-je tapé à l'attention de la coordinatrice du domaine, en tant que signataire de cet événement, je demande formellement l'annulation immédiate de la réservation. J'ai marqué une pause d'une demi-seconde, j'ai respiré et j'ai cliqué sur envoyer. Un email, puis un autre, puis encore un autre à chaque prestataire, chaque coordinateur, chaque contact qui m'avait un jour appelé, la sœur si responsable. Les réponses sont arrivées plus vite que prévu, reçues. Compris. Nous traiterons le remboursement selon les conditions du contrat. Merci de nous avoir prévenus. Aurélie. Pas de questions, pas d'hésitation, parce que je ne demandais pas la permission, j'exerçais l'autorité qu'ils avaient toujours supposé que je n'utiliserais jamais. Vers 2 heures du matin, j'ai passé mon premier appel au traiteur. Le gérant, un homme nommé Michel qui avait passé des semaines à peaufiner le menu parfait de Léa, a décroché d'une voix ensommeillée. Aurélie, tout va bien? J'annule tout, et je dis simplement, je suis la signataire, veuillez procéder selon les termes du contrat. Il a expiré lentement, je me doutais que quelque chose comme ça finirait par arriver, on s'en occupe. Ensuite, ce fut le fleuriste, puis l'orchestre, puis l'équipe de transport. Chaque appel était identique, des voix calmes, des accusés de réception discrets, le murmure professionnel de gens qui avaient déjà vu ce genre d'implosion. À 3h30 du matin, ma boîte de réception était pleine de confirmations. Le mariage, pièce par pièce, s'effondrait silencieusement, efficacement, exactement de la même manière qu'il avait été construit. À l'aube, j'ai fermé mon ordinateur. Le ciel dehors était d'un argent pâle, cette couleur que Paris ne montre qu'après une très longue nuit. Je me suis levé, je me suis étiré et je me suis versé une tasse de café bien chaud. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine ne me semblait plus oppressée. Il m'avait dit de ne pas venir au mariage? Très bien, je ne venais pas, et j'emportais le mariage avec moi. Le lendemain matin, mon téléphone semblait être en train de fondre. Les appels manqués s'empilaient jusqu'au bord de l'écran et les messages vocaux s'accumulaient. Je n'en ai écouté aucun. À la place, j'ai préparé mon petit déjeuner comme d'habitude, des œufs, des tartines, un café noir. Ce genre de routine tranquille me stabilisait bien plus que n'importe quelle excuse qu'ils auraient pu formuler. Vers midi, le premier domino est vraiment tombé. Un message de la coordinatrice du domaine a illuminé mon écran, Léa et sa famille sont arrivés pour demander le rétablissement de la réservation, nous les avons informés que seul le signataire peut autoriser des modifications. Je l'imaginais parfaitement, le sourire de ma mère qui se crispe, les yeux de Léa qui s'écarquillent, Patricia qui s'avance comme si elle pouvait négocier contre le règlement. Un autre email a suivi, ils sont très en colère, nous suivons la procédure. J'ai posé le téléphone face contre table. À 15h, les messages sont passés de la confusion à la panique. Aurélie, appelle-moi tout de suite. Pourquoi as-tu saboté le mariage? C'est humiliant. Tu agis de manière instable. Instable. Le mot qu'ils utilisaient quand ils ne voulaient pas assumer ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regroupé tout, les emails, les reçus, les paiements, les annulations, dans un seul dossier intitulé « Archives ». Des preuves, pas une. Conversation. À 21h, on a sonné à la porte. Personne ne me rendait visite sans prévenir, jamais.
J'ai regardé par l'œilleton, c'était Léa. Elle ne ressemblait en rien à la version parfaite d'elle-même qu'elle montrait au monde depuis des années. Ses cheveux étaient en bataille, son mascara avait coulé et les manches de son pull étaient distendues. Elle ne pleurait pas encore, mais la pression était là, juste au bord des yeux. Aurélie, a-t-elle chuchoté quand j'ai ouvert, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, les coudes sur les genoux, serrant son téléphone comme si c'était la dernière chose qui la reliait à la réalité. Pourquoi as-tu fait ça? A-t-elle demandé. J'ai gardé une voix égale, tu m'as dit de ne pas venir. Elle a secoué la tête, ce n'était pas à prendre au pied de la lettre. Les SMS sont littéraux, ai-je répondu. Elle a baissé les yeux, j'étais stressée, Patricia a dit que ce serait plus calme si tu n'étais pas là, elle pense que tu es trop intense. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit rire. Nerveux. Intense. Patricia n'avait encore rien vu de ce qu'était l'intensité. Léa triturait ses doigts, je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Et comment pensais-tu que je réagirais après avoir tout payé, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Finalement, elle a murmuré, maman a dit que ça ne te dérangerait pas, que tu es forte, que tu comprendrais. Encore cette phrase. Celle qu'ils utilisaient comme une arme contre moi. Je me suis levé. J'ai annulé parce que j'étais la signataire, parce que j'ai été exclu et parce que tu attendais mon argent sans m'inviter. Son menton s'est mis à trembler, on a besoin que le mariage soit rétabli, ils disent que ça ne peut pas continuer sans toi, le domaine nous a littéralement dit de contacter la signataire, ils nous ont fait attendre dans le hall comme si on était des intrus. J'ai hoché la tête une fois, vous l'étiez. Elle a cligné des yeux, désemparée, Aurélie, s'il te plaît, signe à nouveau, remets tout en place, la famille de Clément est furieuse. Tu voulais que je disparaisse, ai-je dit, maintenant tu me veux parce que tu as besoin de ce que je fournis, pas de qui je suis. On a encore sonné à la porte, 3 coups. Sec. Léa a sursauté. J'ai ouvert. Maman est entrée avant même que je dise un mot, le visage tendu par un mélange de colère et de désespoir. Derrière elle se tenait Patricia, parfaitement digne, à l'exception de sa posture rigide de quelqu'un qui lutte pour garder le contrôle. Maman a commencé, Aurélie Marie. Cole, qu'est-ce que cela signifie? J'ai croisé les bras. Ce que signifie. Quoi? L'annulation du mariage? Elle a aboyé, tu nous fais honte. C'est vous qui m'avez effacé en premier, ai-je répliqué. Maman a balayé l'air. D'un revers de main, nous avons fait ce qu'il fallait pour que les choses soient paisibles. C'est vous qui avez brisé la paix, ai-je répondu. Vous m'avez exclu du mariage que j'ai financé. Patricia s'est avancée, la voix tranchante, nous avions besoin d'un environnement harmonieux, vous compliquez les choses. Je l'ai fixé dans les yeux, voilà à quoi je ressemble quand je suis calme, totalement calme. Elle a vacillé un instant mais s'est reprise, votre comportement prouve nos inquiétudes. Mon comportement? Ai-je répété, j'ai envoyé des annulations polies, pendant que vous racontiez à tout le monde que je faisais une dépression. Patricia a détourné le regard. Maman, non. Elle a croisé les bras, règle ça, Aurélie. Non, ai-je dit simplement. La voix de Léa. C'est brisé, s'il te plaît, le domaine a dit que tu es la seule à pouvoir autoriser la réintégration, ils ont dit qu'on devait te le demander. Savoir. Craquer sur le mot, demander, elle n'avait pas l'habitude de me demander quoi. Que ce soit d'autre que de l'argent. Alors demande, ai-je dit doucement. Demande-le correctement. Elle a dégluti avec difficulté, Aurélie, s'il te plaît, signe les papiers. Non. Ses jambes ont flanché et elle s'est effondrée sur le canapé. Maman a eu un petit hoquet de surprise, Patricia s'est raidie. Pourquoi, a chuchoté Léa, pourquoi me fais-tu ça? Je ne te fais rien, ai-je dit,
je fais quelque chose pour moi-même. Un silence pesant a envahi la pièce. Puis, j'ai prononcé la phrase finale que je n'avais répétée que dans ma tête, tu m'as retiré de ton mariage, alors j'ai retiré ton mariage de mon nom. Le souffle de maman s'est coupé, Patricia est devenue livide. Léa a couvert sa bouche, les yeux écarquillés, anéantis. Plus d'appels. Ai-je ajouté, plus de textos, plus question d'utiliser ma force comme excuse pour vos caprices. Maman a voulu s'approcher, mais j'ai reculé d'un pas. S'il vous plaît, partez. Elles m'ont regardé, attendant le fléchissement habituel, la reddition. Ce n'est pas venu. Finalement, elles sont sorties l'une après l'autre, sonnées, vaincues, cherchant déjà une nouvelle version d'eux. L'histoire à raconter au monde. Quand la porte s'est refermée, j'ai expiré longuement. Ce n'était pas un cri de triomphe, juste une libération, une vie qui revenait enfin à son juste propriétaire. Dans les jours qui ont suivi, le chaos autour du mariage annulé a fait plus de bruit que tout ce que j'avais connu, et pourtant, mon propre monde est devenu étrangement silencieux. Mon appartement parisien me semblait différent, plus léger, comme si le fait de me détacher de leurs attentes avait enfin ouvert une fenêtre que j'ignorais être condamnée. Les prestataires ont continué d'envoyer des confirmations, les remboursements ont été traités, les comptes ont été clôturés. Chaque ligne validait une chose, j'avais agi dans mon bon droit. Pas de drame, pas de crise de nerfs, juste une femme reprenant ce qu'elle avait donné trop facilement. Ma mère a essayé de m'appeler pendant une semaine entière, je n'ai pas décroché. Chaque message vocal semblait moins colérique et plus confus, comme si elle ne comprenait pas comment la fille qui n'avait jamais protesté avait soudainement appris à le faire. Là où il y avait du bruit auparavant, j'ai trouvé de l'espace. J'ai repris mes séances de thérapie, retrouvant le cabinet chaleureux de la psychologue avec son horloge silencieuse et sa lumière douce. Pour la première fois, je n'ai pas parlé de Léa ou de ma mère, j'ai parlé de moi, de ce que je voulais, de ce que je n'avais plus besoin de prouver. C'était inhabituel mais agréable, comme entrer dans une pièce construite uniquement pour moi. J'ai aussi rejoint un cercle de mentorat. Pour les femmes dans la tech, les mercredis soirs sont devenus le moment fort de ma semaine, avec des femmes qui parlent franchement, demandent directement et ne se punissent pas entre elles pour avoir fixé des limites. J'ai appris à dire non. Sans m'excuser, j'ai appris à demander sans me faire toute petite, et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me choisir, non par colère, mais par clarté. Un mois plus tard, par un dimanche matin tranquille, je me promenais le long du canal Saint-Martin avec un café noir et j'ai réalisé quelque chose de simple mais de nouveau, ma vie m'appartenait enfin. Elle n'était plus empruntée, plus réclamée, plus façonnée par les urgences des autres. Elle était à moi. Léa a fini par m'envoyer une lettre, ne demandant pas d'argent, ne demandant pas de récupérer son mariage, reconnaissant simplement ce qu'elle avait brisé et ce qu'elle ne pouvait plus défaire. Je ne me suis pas précipité. Pour lui pardonner, certaines choses demandent du temps, de l'espace et de l'honnêteté avant de pouvoir être reconstruites. Mais pour une fois, le choix m'appartenait, ce n'était plus une obligation qu'on me forçait à accepter. Et c'est bien là l'essentiel, n'est-ce pas? Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des portes que l'on ferme pour que la paix ait un endroit où rester.